Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Quand on veut agir, on ne sait pas toujours qui impliquer autour de nous. Les collègues, bien sûr, éventuellement les clients, les usagers. Mais est-ce que les limites de la responsabilité de son entreprise s'arrêtent là ? Eh bien, c'est l'objectif du podcast de ce jour. Savoir qui sont les personnes qu'on peut consulter pour une démarche d'entreprise responsable solide et comment on peut s'adresser à elles. Alors, parler de toutes les personnes à impliquer ou interroger, ça nécessitait d'être nombreux sur le podcast, forcément. C'est pour ça que, comme souvent, je suis accompagnée d'Océane de Greenscale pour décortiquer ce sujet et bénéficier de son expertise. Salut Océane. Bonjour Cassandre. Et puis on aura une invitée, Solène de Next Level Formation, qui a trouvé une manière originale d'inciter et solliciter à participer tout son entourage, tout son écosystème en tant qu'entreprise pour aller plus loin sur les sujets environnementaux. Oui, je suis vraiment ravie d'accueillir Next Level Formation qu'on accompagne sur pas mal de sujets et ce sont des pros de l'intelligence collective et ils sont sacrément inventifs pour engager leurs membres sur la démarche avec leur Green Team. Tout à fait. Ça va être un témoignage très complet. Bon, avant ça, on commence comme d'habitude par un sujet d'actualité pour se chauffer avant d'attaquer le podcast. Océane, quelle info tu voulais nous partager ? Alors, je souhaitais parler de la CSRD. CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors, c'est pas une info genre de dernière minute, parce qu'on avait déjà signé un accord, en fait, la Commission européenne avait signé un accord et le Sénat l'avait intégré le 1er août, donc l'accord avait été signé en juin. Donc ça date de cet été. Mais si j'en parle maintenant, c'est que ça devrait être publié très bientôt, là, dans les prochaines semaines, au journal officiel européen. Ok, donc si c'est publié, ça veut dire que c'est applicable. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ça, le Corporate Sustainability Reporting Directive ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la directive CSRD, elle renforce les exigences en matière de rapport, en matière de reporting, en termes de durabilité, de gestion et de gouvernance d'entreprise. Et surtout, et c'est là que ça nous intéresse particulièrement, puisqu'elle renforce le reporting sur les informations extra-financières, et notamment les critères ESG, critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Elle instaure également le fait que ces informations publiées soient certifiées par un auditeur ou par un certificateur indépendant accrédité. Pour faire simple, ça concerne à peu près les entreprises de plus de 500 salariés, hormis les entreprises que l'on qualifie à impact négatif plutôt, où le nombre est abaissé à plus de 250 salariés. C'est un petit peu plus complexe que cela et ça sera sûrement ajusté après la publication. Mais si vous vous rapprochez de ces nombres-là, il va falloir checker très bientôt. Ok, donc avec des obligations de reporting renforcées. Totalement. Avec des indicateurs à suivre, etc. Pas mal de sujets. Ça marche. De mon côté, j'ai trouvé un chiffre assez marrant, ou pas, en fait. Vous avez peut-être entendu que le gouvernement français avait annoncé la plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 10 ans. On avait déjà abordé le sujet de la forêt, de la compensation carbone dans le podcast. On avait vu que c'était un sujet complexe. Mais Vers le Média s'est amusé à calculer quelle surface sur Terre il faudrait pour compenser nos émissions de CO2 annuelles. Est-ce que tu as une idée, Océane ? J'ai jamais pensé à faire le calcul, mais je suis vachement curieuse, dis-moi. Alors, en fait, la planète Terre ne suffirait pas. Il nous faudrait 4,5 planètes pour pouvoir planter suffisamment d'arbres pour compenser nos émissions de CO2. Autant vous dire tout de suite que la plantation d'arbres pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est joli, mais ça suffira pas, loin de là. Effectivement, on va pas commencer à planter des arbres sur les autres planètes aussi. Ça aurait pas beaucoup d'efficacité aussi. Non, pas pour la planète Terre. Bon, oui, on va passer enfin à notre sujet du jour.
Alors je l'ai décrit comme, le fait de concerter dans le cadre de l'entreprise pour agir, pour l'écologie, de comment embarquer tout le monde dans la RSE. Mais Océane, en jargon RSE, il y a un terme exact pour parler de ce fait-là d'embarquer d'autres personnes avec nous, qui soient en interne dans l'entreprise ou en externe, c'est les parties prenantes. Alors, commençons doucement. Toi, par exemple, chez Greenscale, qui vont être tes parties prenantes pour qu'on comprenne un peu ce dont il s'agit? Oui, effectivement, on parle de parties prenantes en RSE et ça rassemble toutes les personnes ou les organisations qui ont des enjeux ou des préoccupations en commun avec l'entreprise à question. Donc, si je vous donne l'exemple de Greenscan, de notre entreprise, nos parties prenantes internes sont nos employés, évidemment. On n'a pas d'actionnaire ou de conseil d'administration, mais ça pourrait être inclus si c'était pour une plus grosse entreprise. Puis on a aussi des parties prenantes qui sont externes, qui là sont plus nombreuses. En premier lieu, on peut citer nos clients, les TPE, PME qui s'engagent dans l'éco-responsabilité. Mais pas que. On inclut également toutes les personnes qui suivent nos créations de contenu, donc le podcast qu'on fait ensemble, nos newsletters, les réseaux sociaux, et qui tentent d'appliquer nos conseils, puisqu'on a des préoccupations en commun. On inclut également nos fournisseurs d'outils, de matériel. Ça fait également partie de notre écosystème. Et puis, on a nos partenaires, comme Écolo Boulot, par exemple, et comme notre réseau d'experts et de solutions qu'on conseille à nos clients. On n'est pas implanté géographiquement, étant donné qu'on est en remote office. Mais pour la majorité des entreprises, il faut aussi compter sur les riverains, par exemple autour d'une usine. On a aussi la région, la mairie, les collectivités, donc, et évidemment le tissu économique local. Par contre, nous incluons dans nos parties prenantes des écoles, dont certaines où j'enseigne, et certaines où nous recevons des stagiaires ou des alternants. Ça fait aussi partie de nos parties. Et pour terminer, on est engagé auprès d'associations du 1% pour la planète et on fait partie d'écosystèmes où on contribue bénévolement, comme Boa Vista pour le numérique durable, la communauté des entreprises à mission, entre autres. Ouais, on voit que les personnes impactées par l'activité de l'entreprise, en fait, elles sont nombreuses, même pour une société comme Greenscale qui est pas immense. Mais au final, est-ce que n'importe quelle personne avec qui on échange au moins une fois dans la vie de l'entreprise, c'est une partie prenante? Alors, pas forcément parce que ça ferait beaucoup trop de personnes. Disons qu'elle pourrait être une partie prenante, mais qu'on va un petit peu prioriser les choses. Là, par exemple, les parties prenantes que je vous ai citées, il pourrait en avoir d'autres où elles pourraient, mon analyse pourrait ne pas être complète. Mais on essaie de la restreindre en se posant 3 questions. La première, c'est qui a de l'influence sur nos activités. La seconde, c'est qui est impacté par nos activités, que ce soit positivement ou négativement. Et à l'inverse, qui est-ce qu'on impacte par nos activités. Donc, par exemple, nos auditeurs, le fait de faire de la création de contenu, on peut leur permettre d'avancer, on les impacte. Et pour terminer, qui participe à nos activités. Donc ça, c'est un petit peu la plus facile. Ok, donc on voit qu'on a des parties prenantes qu'on impacte ou qui sont impactées, enfin, ou qui nous impactent aussi. Et ces parties prenantes, elles vont avoir des besoins et des attentes. Mais bon, une entreprise, c'est pas le Père Noël non plus. On n'est pas là pour exaucer les vœux de toutes nos parties prenantes. Et puis nous aussi, on a des besoins, on a des attentes en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur. Alors, à quoi ça sert d'aller consulter d'autres personnes, d'autres parties prenantes, de savoir qui elles sont, est-ce qu'on les impacte, est-ce qu'elles nous impactent? Alors, en fait, lorsqu'on cherche à mener une démarche RSE, il y a 1 milliard de choses qu'on pourrait faire. Ceux qui ont démarré, qui ont voulu faire un plan d'action, l'ont vu très rapidement, on peut se retrouver avec des milliards d'actions. Consulter ces parties prenantes, ça veut dire essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour chacune d'entre elles. Non pas pour faire le bon samaritain, mais en fait pour relier les enjeux qui sont importants pour nous, en tant que, pour notre entreprise, pour notre organisation, et ceux qui sont importants pour nos parties prenantes. C'est une super aide quand même pour mettre des priorités, en fait, tout simplement, pour savoir quelles sont les choses qui sont vraiment importantes et qu'on doit mettre en priorité, sur lesquelles on doit avancer. D'autant plus que ce qu'on appelle les bénéfices de la RSE, entre guillemets, qu'on cite assez fréquemment, la marque employeur, le positionnement auprès d'un marché
client éco-responsable, bref, tout ça, sont en fait les résultats de la prise en compte des enjeux de nos parties prenantes. Puisque si on améliore, par exemple, notre marque employeur grâce à la démarche RSE, ça veut dire qu'on a pris en compte des potentiels candidats qui pourraient intégrer notre entreprise et qui, par exemple, souhaitent une entreprise engagée écologiquement. Et donc, le fait de prendre en compte leurs attentes, ça nous permet de réaliser certaines actions et d'obtenir ces bénéfices-là. Donc, c'est tout gagnant. Ouais, je comprends. Et pour te dire, en fait, les parties prenantes, j'en avais déjà entendu parler quand je travaillais en RSE il y a quelques années. Et je me souviens que quand on parlait parties prenantes, on parlait de matérialité et de matrice de matérialité pour positionner les besoins de chacune de nos parties prenantes. Parce que comme tu l'as dit, en effet, ça peut faire potentiellement beaucoup d'actions à mettre en place. Et donc, ça servait à hiérarchiser les différents besoins pour savoir auxquels on répond en premier. Est-ce que ça, c'est un outil que tu conseilles à tes clients pour commencer ou est-ce qu'on peut faire plus simplement? Alors effectivement, en RSE, on aime bien donner des noms compliqués aux choses, etc. Euh, mais effectivement, la matrice de matérialité va être utile, mais la matrice de matérialité, ce n'est qu'une représentation. Moi, ce que je conseille, c'est une méthodologie qui est très simple et qui est applicable par n'importe quelle entreprise. La première, et c'est votre premier pas en fait vers ce process-là, c'est d'identifier ces parties prenantes avec les 3 questions dont je vais parler tout à l'heure. C'est de savoir c'est qui. Ensuite, c'est de les consulter, de pouvoir comprendre leur enjeu. Il y a différentes manières de les consulter. On en parlera peut-être plus tard. Par la suite, on récapitule tous les enjeux qui ressortent des consultations et on les qualifie. Est-ce que ce sont des enjeux qui sont importants pour l'organisation, plus ou moins? Est-ce que ce sont des enjeux qui sont importants pour une ou plusieurs parties prenantes, plus ou moins? Et la matrice de matérialité, ce n'est que la représentation graphique avec du coup un graphique où en abscisse on retrouve l'impact plus ou moins important sur l'entreprise et en ordonnée l'impact plus ou moins important sur les parties prenantes. Et on voit dans le graphique les enjeux qui sont un petit peu partout sur le graphique et tous ceux qui sont en haut à droite sont ceux qui sont à la fois importants pour l'organisation et pour les parties prenantes, dont les enjeux prioritaires et sur lesquels on doit réaliser des actions. Ensuite, ça s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'on a cette représentation, en soi, on n'a pas fait évoluer les choses. On a juste permis de prioriser des actions. La dernière étape pour moi de ce process, c'est de planifier les interactions qu'on souhaite avoir avec elles. Parce qu'il s'agit aussi de pouvoir dialoguer avec les parties prenantes. Comment est-ce qu'on peut les impliquer dans notre démarche? Et là, par exemple, vous pouvez faire un tableau très simple qui indique les parties prenantes, la fréquence à laquelle vous souhaitez dialoguer avec elles, la manière et les prochaines actions que vous avez prévues. Donc, ça peut être de plein de manières possibles, depuis une discussion au téléphone régulièrement, jusqu'à un questionnaire, jusqu'à un atelier. Voilà. Ça peut être assez diversifié. Ok, donc pour cartographier ces parties prenantes, en fait, il faut en effet les avoir identifiées, leur parler, ça pour savoir quelles sont leurs attentes aujourd'hui, et puis continuer à leur parler. En effet, ça s'arrête pas là, les choses évoluent. Et du coup, pendant ça me questionne aussi, on n'en a pas parlé, mais en fait, qui est-ce qui réalise cette démarche autour des parties prenantes dans une entreprise? Est-ce que, par exemple, moi, en tant que salarié, je peux consulter des parties prenantes ou prendre part à ce travail, par exemple? Oui, et c'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de parties prenantes différentes. Et en tant que salarié, tu es sûrement en contact avec certaines d'entre elles. Donc souvent, cette démarche-là, elle va être initialisée, on va dire, ou structurée
on va dire, la méthodologie va être mise en place par soit une chargée de projet RSE, soit une personne qui va suivre le sujet. Mais tous les autres salariés sont acteurs dans cette démarche parce que la personne toute seule ne va pas parler à toutes ces parties prenantes. Par exemple, si tu travailles dans le service achat, tu es en contact avec les fournisseurs. Donc, les parties prenantes fournisseurs, toi, tu vas les connaître particulièrement et tu vas pouvoir discuter avec elles. Et donc, la personne qui va structurer cette démarche de partie prenante va pouvoir compter sur toi pour pouvoir avoir des interactions et faire remonter les enjeux. Un autre exemple, si tu es ambassadrice interne de la démarche, c'est les salariés autour de toi que tu peux consulter et tu peux aussi faire remonter leurs enjeux, leurs préoccupations. Ok, donc chouette. Les parties prenantes, ça concerne donc tout le monde et en effet, peut-être que juste remonter, à force de remonter des besoins de parties prenantes, ça peut donner lieu à une démarche un peu plus structurée aussi. Ça peut aller dans l'autre sens. Oui, effectivement, et plus cohérente en fait, et qui fait plus sens, qui soit pas totalement décorrélé des salariés, décorrélé des clients et de leurs préoccupations. Mm, super. Et alors, donc, on parle depuis tout à l'heure de dialoguer avec nos parties prenantes. Euh, mais en fait, tout à l'heure, voilà, tu as parlé peut-être d'ateliers, de questionnaires, etc. Mais concrètement, quand on structure ça, ça peut prendre quelle forme? En fait, ce qu'on appelle la consultation de parties prenantes, le dialogue, qui est un peu en amont et qui va nous permettre de connaître leurs enjeux, ça peut se faire par plein de moyens différents. L'essentiel et ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut choisir le moyen en fonction de la partie prenante et où est-ce qu'on en est dans notre dialogue avec elle. Par exemple, on a parlé du questionnaire, lorsqu'on passe par un questionnaire, c'est intéressant quand on a une cible large, mais on perd un peu en interactivité. Si on veut faire un atelier, ça embarque moins de personnes, mais par contre, ça les rendra beaucoup plus actifs sur la démarche. On le verra d'ailleurs avec des invités. Une interview, un dialogue en direct, c'est moins ça peut être moins structuré, mais ça va instaurer une relation qui va être privilégiée par elle. Il y a plein d'autres moyens et votre créativité est la seule limite. Ok. Je me demandais aussi, est-ce que consulter ces parties prenantes, ça va concerner toutes les entreprises ou c'est intéressant qu'à partir d'une certaine taille? Parce qu'en fait, on se dit, ben, quand on est une petite entreprise, finalement, on les connaît, nos parties prenantes. Il n'y a pas besoin de structurer un dialogue, de cartographier leurs besoins, etc. En fait, plus l'entreprise est grande, plus ses parties prenantes sont nombreuses, ce qui en fait un travail, qui est plus complexe. Par contre, avec une entreprise comme par exemple la nôtre, Vincent, effectivement, on connaît les parties prenantes. Ça demande, un peu de réflexion, poser quelques actions. C'est pas forcément très complexe. L'idée, c'est de, pouvoir poser ça un petit peu sur le papier et régulariser, tout ça dans le sens où, ne pas oublier, finalement d'instaurer un dialogue avec les parties prenantes et on oublie souvent la partie consultation, c'est-à-dire on connaît nos parties prenantes, mais on ne sait pas forcément quels sont leurs enjeux, ou du moins on les devine, mais on ne leur a pas demandé, on ne les a pas consultés. Donc, j'avais dit tout à l'heure, travailler sur ces parties prenantes, ça veut dire être capable d'avoir des priorités. Et pour les petites entreprises, ben, clairement, c'est essentiel. On ne peut pas être là du sol, faire tout du sol au plafond. Donc, il va falloir donner des priorités dont c'est essentiel de travailler dessus pour les petites entreprises. D'ailleurs, chez Greenscale, on a réalisé un template qui applique notre méthodologie que je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on peut compléter même sans avoir besoin d'un consultant RH. Il est téléchargeable sur notre site internet dans la partie ressources durables. Ok, ben top. Je mettrai le lien aussi dans la description de cet épisode, vous pourrez aller le voir directement. Bon, bah alors on comprend Super. mieux ce que sont les parties prenantes, à quoi ça sert. On a compris qu'il fallait dialoguer avec eux et pas essayer de deviner quels étaient leurs besoins et leurs attentes. Maintenant, c'est la partie où on va entrer encore plus dans le concret et demander à Next Level Formation comment ils font ça. C'est parti.
Bonjour Solène et bienvenue sur le podcast Écolo au boulot. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bah oui, on est ravis de t'accueillir. Alors, est-ce que pour commencer, pour qu'on comprenne un petit peu dans quel cadre tu évolues, tu peux nous expliquer ce que c'est Next Level Formation ? Alors, Next Level Formation, c'est un réseau, un écosystème de formateurs et facilitateurs. On a la particularité d'avoir plusieurs casquettes. Une casquette d'anciens employés ou dirigeants d'organisations. On a eu un passé dans des entreprises en tant qu'ingénieur ou directeur ou manager. Et on a une autre casquette qui est une casquette artistique. On a un socle commun qui est l'improvisation théâtrale. Et notre troisième casquette, eh bien, ce sont les expertises en sciences du comportement. Donc communication, intelligence collective, négociation, vente, ce qui fait de nous, des formateurs hybrides, qui, s'appuyons sur, les techniques d'improvisation théâtrale, pour, faire travailler des compétences comportementales dans le cadre d'entreprises. C'est super intéressant et c'est une approche très originale en effet. Merci Solène du coup d'intervenir sur le podcast, j'en suis vraiment ravie. Est-ce que tu pourrais décrire également votre mode de fonctionnement, votre mode d'organisation qui est un petit peu spécial? Tu as raison de me poser cette question, Océane. On a un fonctionnement qui est assez particulier, puisque, on fonctionne comme un réseau. Heu, chaque formateur, consultant est un indépendant et et fait partie, en fait, de cet écosystème de Next Level Formation. Donc on mutualise nos locaux, notre méthodo, nos ressources, transverses et chacun fait partie de ce réseau sans relation hiérarchique. Notre gouvernance, elle est tournante. On a, un ou une capitaine, qui, en fait, prend la responsabilité d'animer, la communauté, et ce rôle tourne tous les 2 ans et on a un système d'adhésion. Donc nos adhérents, donc adhérentes dont je fais partie, eh bien cotisent, tous les ans pour pouvoir, renouveler leur adhésion et pouvoir, faire partie de ce réseau. À l'origine, c'est une, organisation qui a été fondée par 12 associés, avec un nombre de parts égal et donc on a vraiment co-construit, cette organisation avec, l'idée, d'avoir un fonctionnement, entièrement horizontal. Et je pense que, ça pourrait être, intéressant, du coup sur un podcast ou un autre contenu, qui pourrait traiter de management horizontal, que vous fassiez un retour d'expérience, ce serait top. Mais on parle aujourd'hui d'un autre sujet sur lequel vous avez travaillé aussi. Oui, chez Next Level Formation, on n'a pas de levier, hiérarchique, et donc moi, à titre personnel, quand j'ai, reçu, subi, vécu, je ne sais pas quel verbe employer, pour, parler de la claque, liée à l'urgence, climatique. Donc quand j'ai vécu cette claque, il y a plusieurs années de cela, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle. J'ai changé beaucoup de choses dans les autres, organisations dans lesquelles, dont je fais partie. Mais, Next Level Formation, résistait en fait, à ces tentatives que j'avais de développer des choses en fait, en lien avec, une sorte de redirection écologique et on est, plusieurs à avoir eu, ce sentiment-là. C'est-à-dire, de dire: «Tiens, mais moi je fais du zéro déchet chez moi, moi j'ai complètement arrêté de prendre l'avion, moi» mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se poser ces questions-là, dans notre, écosystème, professionnel qu'est, Next Level Formation? Je Et crois que donc, ça on s'est parlera à beaucoup d'auditeurs, cette dissonance cognitive au travail. ouais, exactement, et ce d'autant que moi enfin, je suis comédienne aussi, donc je fais partie d'un collectif d'artistes et je rencontrais pas ces difficultés, en fait. C'était plus simple de parler de ça et c'est comme si, le monde de l'entreprise avec lequel on est en lien, résistait et du coup nous empêchait, en fait, d'inventer, d'autres manières de fonctionner. Donc on a décidé, avec, quelques, associés adhérents, dont je faisais partie, de poser, cette question collective,
et si Next Level Formation était au service du vivant? Et on a organisé une matinée d'expérimentation là-dessus, avec un peu le prétexte de réinventer nos manières de procéder. Puisque comme on est facilitateur et formateur, et que moi je passais mon diplôme universitaire d'intelligence collective à ce moment-là, et bien c'était une occasion de tester cette question sous forme corporelle, d'intelligence collective, sans vouloir dire on veut changer, mais plutôt tiens, qu'est-ce qui se passe en fait quand on se pose cette question-là? Et notre intention, c'était vraiment de dire est-ce que ce sujet va prendre ou pas? Et en l'occurrence, on a vraiment eu l'impression qu'à ce moment, on a planté une graine et ensuite la question c'était mais ben, comment on fait pour maintenant arroser cette graine pour qu'elle pousse quoi? La question de l'écologie dans cet organisme-là. Et du coup, ce qu'on veut savoir, c'est, bah, alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette graine? Est-ce que ça a poussé ou pas? Hem, alors là, aujourd'hui, on est sur un épisode sur les parties prenantes, Mmh. heu et donc on voit bien que vous avez eu cette envie d'engager au maximum, en tout cas de poser la question, en interne. Ça a été quoi votre démarche, du coup, à ce moment-là? Ben, la démarche, ça a été de dire, en fait, on voit bien que quand on dit, «Il faut changer les choses», surtout que nous, on est vraiment un organisme horizontal, ça prend pas. En tout cas dans notre organisation. Parce que, dire, «Il faut changer les choses, il faut arrêter de faire comme on faisait avant et maintenant, on va faire autrement», en gros, les réactions, c'est: «Mais attends pourquoi?» Et puis, «Me donne pas des leçons», enfin je caricature, mais il y a vraiment cette notion de comme nous n'avons pas de lien hiérarchique, il y a pas de raison que moi ou quelqu'un d'autre dise: «Ben, maintenant on va tout changer». Donc on a vraiment eu l'intuition de se dire: «En fait, on va parler à partir de nous». C'est-à-dire, on était 4 à ce moment-là. Hem, Qu'est-ce qui aujourd'hui nous semble important? On a décidé nous 4 de fonctionner en intelligence collective pour co-designer cette matinée d'expérimentation sur la question du vivant. Heu et heu on est parti de cette intuition de, en fait, il faut qu'on parle de choses qui nous font vibrer nous, parce qu'en faisant ça, bah, ceux qui ont envie de nous rejoindre vont nous rejoindre. On a vraiment joué la carte de, on préjuge pas de ce qu'il faut faire. On va juste, heu vraiment parler à cœur ouvert quoi, de ce qui est important pour nous aujourd'hui, et voir si ça donne envie à des gens de nous rejoindre. Et donc faut savoir que cette matinée, elle a été extrêmement suivie. Dans notre réseau, on a des matinées de transmission. En fait, on fait de la formation en interne pour pouvoir s'apporter des choses à partir des compétences qu'on a les uns les autres. Et là, on a eu une matinée où il y avait une fréquentation d'une vingtaine de personnes. Donc pour un réseau qui comporte 25 adhérents et on va dire une quinzaine de personnes qui interviennent pour nous ponctuellement, c'est énorme. Donc il y a eu une grande fréquentation et surtout beaucoup de curiosité et beaucoup d'envie. À l'issue de ça, en fait, on pouvait dire notre green team était né. C'est-à-dire, la green team chez nous, c'est vraiment les gens qui ont envie de travailler à la redirection écologique de Next Level Formation. Qui ont envie de faire en sorte que Next Level Formation devienne une entreprise régénérative. Donc on est sur le chemin, on n'y est pas du tout, mais c'est une ambition, c'est notre raison d'être qui est, très forte. Et en fait, notre plus grand espoir, c'est de ne plus exister. C'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin de nous, que dans notre organisation, ce soit tellement évident qu'on n'ait plus besoin de nous l'incarner. Donc à l'issue de cette première matinée de 4 heures d'expérimentation, de jeux, de questions, c'était assez fort, hein. On a utilisé des techniques de facilitation autour du travail qui relie, du social planning theater, qui sont des méthodes qui sont très engagées sur les émotions et le corps. On a eu une adhésion assez importante, et on est passé de 4 à 10 personnes qui ont voulu rejoindre la Green Team. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et ensuite, on a refait une matinée où là, l'intention était de dire: «Cette fois, on va pas, notre intention, c'est pas de dire on prend la température et est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse de discuter avec nous?» mais plutôt de dire: «Mais au fond, de quoi vous avez besoin, vous, pour changer vos comportements?» Et là, on est allé solliciter, ben, les membres de notre réseau. Donc là, on parle vraiment des formateurs
et des facilitateurs de notre réseau. On n'était pas encore à ce moment-là allés chercher les clients, les fournisseurs, etc. Mais on était sur le premier cercle, on va dire, des membres de notre réseau, de dire mais vous, de quoi vous auriez besoin? Il est beaucoup ressorti que les gens avaient besoin de tips, d'infos, de mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Moi j'ai envie de changer des choses, mais je sais pas quoi faire. Et, c'est ce Alors, qui a, c'est ce... Oui, j'avance trop avant, vite. attends. Tu nous as parlé de cette green tea. Alors, je pense qu'il y a sûrement des auditeurs qui sont quand même assez curieux. Donc, ces 4 personnes qui se sont retrouvées, 10 personnes, cette green team, vraiment, donc, on a compris un petit peu le pourquoi, d'où vient cette création, mais à quoi elle consiste? Quels objectifs vous vous êtes donnés? Comment elle est structurée cette Green Team? Après, on va revenir sur du coup qui est-ce que vous avez identifié et comment vous les avez engagés, mais je suis assez curieuse sur la partie amont. Bah, en tout cas, ce qui est intéressant pour moi, dans la constitution de ce groupe et de cette green team, c'est que, c'est un organisme, qui est vivant au sein de notre organisation. On n'a pas une personne ou 2 ou 3 ou 4 qui sont arrivés en disant: «Voilà ce qu'il faut faire». Les 4 premières personnes sont arrivées en se disant: «On sent qu'il y a quelque chose qui est vivant chez nous, qui pousse, qui a envie de sortir et qui dirait, mais on peut plus faire notre métier comme on le faisait jusqu'ici. Explorons nos métiers sous l'angle de la transition écologique, sous l'angle environnemental». Et ça, c'était le point de départ. Ensuite, il y a d'autres gens qui sont venus, qui nous ont rejoints. Et là, c'est devenu, mais concrètement, comment on peut faire pour avancer? Vers, vers un impact qui se réduit. Et puis, les questions, en fait, nos objectifs, ils sont en constant, mouvement, en constante, évolution, avec cette vision long terme, cette raison d'être qui est, qu'on a établie d'ailleurs il y a pas, très longtemps, hein, qui est, que la Green Team, sa mission, c'est d'inspirer et de nourrir notre écosystème, pour soutenir la transition sociétale. On a, on a posé aussi, le comment, parce que ça c'est le pourquoi on le fait, mais on a réfléchi au how. C'est, l'idée d'offrir un cadre d'expérimentation, d'exemplarité et de connaissance à notre écosystème. Et on est en train de travailler sur nos objectifs en ce moment, parce que du coup tout ça c'est décliné en plusieurs axes, qui sont, déjà, des méthodos pour mesurer l'impact et puis l'améliorer. Ça, c'est ce qu'on fait, avec vous, avec Greenscale. Mais, il y a aussi, tout un champ d'exploration qu'on expérimente en interne. C'est-à-dire qu'on s'oblige on chemine sur, des méthodes, de gouvernance partagée, d'intelligence collective, en étant, très exigeant sur, notre manière de fonctionner pour, rester, dans un fonctionnement, de décision partagée. Pour nous, c'est important, de mettre en avant que la transition, sociétale et écologique, elle est pas, c'est pas ce ne sont pas, que des résultats, c'est vraiment un cheminement et que ce cheminement, il doit se faire, en fait, en embarquant le plus de personnes possible sur notre chemin, quoi. Non, c'est super et j'aime beaucoup cette idée d'organisme vivant à l'intérieur de l'organisation qui vient, évoluer, qui vient cheminer avec, cette partie d'exploration et cette partie de à la fois inspiration et structuration pour le reste des adhérents. C'est très clair et je pense que ce sera très inspirant aussi. Comme on a commencé, en fait, avec ce petit groupe, hein, qui était de 4 puis 10 à inventer des choses, à tester des choses et puis à parler fort en fait, hein, faut dire ce qui est. On a des grandes bouches pour, parler beaucoup de ce qu'on fait et de dire, en fait, «C'est ça qu'on fait, c'est important, venez, soyez curieux, et si vous avez envie de venir voir, venez avec nous, les portes sont ouvertes» et cetera. Ça La aide.
Ouais, ouais, c'est ça, ça aide de pouvoir faire ça. La capitaine, de l'époque, donc c'était il y a 1 an à peu près, Marine nous a dit, «On organise, notre prochain séminaire avec, tous les adhérents, donc sur 2 jours, on offre à la Green Team, une demi, journée, faites-en ce que vous voulez». Donc beaucoup de confiance et donc dans notre petit groupe de la Green Team, on a monté une matinée, qui était composée de plusieurs temps. Donc pendant un séminaire qui est les moments en fait qu'on partage tous ensemble, ils sont rares parce qu'on n'est pas tous au même endroit en France, il y a même des gens qui habitent en Espagne. On partage peu de temps en présentiel tous ensemble et là on avait 2 jours et sur cette matinée qu'on a passé sur ces 2 jours qu'on a passés tous ensemble, hem, la capitaine, qui sentait en fait qu'il y avait quelque chose qui se passait, s'est dit, «Voilà, vous prenez une demi-journée». Et là, je crois qu'on a été, assez ambitieux parce que, on a, séquencé nos 4 heures, en disant, «D'abord, on va faire une prise de parole, sur, quelque chose d'assez radical où on va pas, être tendre. On va dire les choses telles qu'elles sont». Ensuite, on a fait une fresque, quiz du climat, donc pour vraiment remettre un peu les enjeux et puis on a eu un temps, d'accueil des émotions et ensuite on est parti sur, le passage à l'action avec un module, «Réinventons nos vies bas carbone». Tout ça facilité en interne parce que c'est notre métier. En fait, on est facilitateur, on est coach, on est, on est speaker, donc on a vraiment, travaillé pour faire une sorte de cadeau, en fait, aux autres associés, aux autres adhérents. Heu, un cadeau, expérimental qui a vraiment, je pense, fait basculer, hem, beaucoup de gens, parce qu'avec beaucoup d'amour et de bienveillance, on leur a dit, «Voilà la situation» et c'était pas quelque chose de facile à entendre. Il y a eu beaucoup d'émotions négatives, enfin négatives. J'aime pas parler d'émotions négatives, mais il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, beaucoup de colère aussi et ça, c'était assez, saisissant en fait de voir tout ce que ça a généré et donc l'écosystème a très vite, entendu notre message et donc à partir de ce jour-là, on a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés pour dire: «Mais en fait, du coup, là j'organise un séminaire, est-ce que tu as des noms de traiteurs à me recommander? Ou est-ce que tu as des lieux que tu pourrais, me transmettre? Ou bah, en fait, moi je voudrais faire différemment, mais je sais pas trop comment» et donc ça nous a amenés dans une deuxième phase, en fait, de mobilisation, qui était de commencer à questionner les fournisseurs avec lesquels on travaille. Ça c'est, très belle dynamique, donc cette partie prise de conscience finalement qui a changé, peut-être la vision, qu'avaient les autres formateurs sur, sur, la green team, sur ce que vous faisiez et tout et qui vous a positionné, d'une autre manière. Exactement. En fait, on est devenus, ben, des sortes de référents. On est passé de on crie un peu sur la place publique quoi, enfin les gens qui font des annonces et cetera, puis les gens les entendent un petit peu, disent: Mmh. «Tiens, c'est marrant, ça existe. Ah, en fait, mais en fait, j'ai besoin d'infos, est-ce que tu pourrais m'aider?» Et donc on est devenus à ce moment-là des points de repère et ça c'est intéressant, il y a des gens qui travaillent, là-dessus, qui sont, notamment l'association, Les Collectifs, qui sont des groupements de salariés, qui travaillent, sur, bah, la redirection écologique, de leur organisation, avec des ça part d'individus et c'est vraiment une dynamique, avec laquelle dont j'ai pu parler avec eux, avec des membres de cette association-là, qui dit: «Mais en fait, rapidement quand on commence à dire, "Je vais faire ça"», on devient des points de repère, en fait, des lumières un petit peu dans la nuit et du coup, ça crée, une dynamique qui est, une sorte d'agrégation parce que les gens qui se posent les mêmes questions, elles voient cette lumière et elles se rapprochent de nous. Ouais, complètement. C'est vrai que quand on ose en fait parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut mettre en place, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul à faire ça. Et les collectifs, on les avait reçus sur le podcast et c'est vrai que ils ont une méthodologie aussi pour réussir à solliciter tous ses collègues, tous ses collaborateurs et trouver des envies communes. Solène, dans ce que tu nous dis, il y a des choses euh, hyper intéressantes. En fait, on comprend que vous êtes parti en premier de vos envies. Et ça, c'était votre moteur, en fait. Vous êtes parti de vos envies pures sans vous dire, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Puis vous avez pris le temps d'échanger, de partager avec les méthodologies que vous connaissez
dont vous êtes professionnel, donc ça tombait bien. Et puis vous partez du centre et vous étendez petit à petit pour toucher des parties prenantes. En fait, j'ai l'impression qu'au début, vous vous êtes pas dit on va toucher toutes nos parties prenantes, on va aller regarder toutes les personnes qu'on peut essayer de convaincre pour mettre des actions en place. C'est plus, vous êtes parti de vous, ce que vous vouliez, et petit à petit, en fait, sans que ce soit structuré, vous avez touché tout l'écosystème autour des formateurs, parce que voilà ce que tu disais, est-ce que vous n'avez pas le contact d'un traiteur qui est plus vertueux pour l'environnement, de ceci, de cela, etc. Et au final, c'est ça qui a créé, j'ai l'impression, une démarche qui est bien plus large que juste vous en interne. Oui, tout à fait. Faut savoir que, en fait, nous-mêmes, on est des organismes vivants à l'intérieur de cet organisme vivant qui est lui-même à l'intérieur de cet organisme vivant chacun et chacune d'entre nous, notamment les personnes investies dans la Green Team, mais c'est vrai pour un peu tous les membres de notre réseau, on a plusieurs casquettes, on a plusieurs écosystèmes dans lesquels on évolue et donc on va piocher, des choses, dans ces différents écosystèmes-là et à titre personnel et je sais que c'est le cas aussi, de mes comparses de la Green Team, on est, en formation nous-mêmes, on est en lien avec d'autres collectifs. Moi, je participe à la Convention des entreprises pour le climat, notamment. Je faisais partie des bénévoles de la première édition et donc j'avais beaucoup d'influences, en fait, qui venaient, de cet endroit et ce qui me disait aussi: «Ah mais en fait, on peut aller très loin». Ça veut dire aussi que nous, notre mission en tant que formateur, elle peut évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, aller plus loin dans, dans nos méthodos, que juste de dire, ben, par exemple, on va faire de la formation en communication, mais tiens, en fait, on peut aussi mettre dans nos propositions que, on est, fresqueur, donc on anime la fresque du climat, la fresque de la diversité. On peut nous-mêmes devenir des leviers pour accélérer la transition. Et ça veut dire commencer à en parler à nos clients aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, nos clients, ils sont embarqués. Mais avec toujours cette même méthodo qui fait partie aussi de notre ADN, qui est de dire, en fait, nos clients, quand ils viennent nous voir, on peut leur parler de ce qu'on a envie de faire avec eux. S'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs et c'est pas grave. On n'a jamais eu une démarche de courir après, les clients et de faire des choses qu'ils nous demandaient alors qu'on n'était pas alignés. Il y a une grande notion, d'alignement dans notre organisation, ce qui rend du coup les changements compliqués parce que, faire changer, sur un socle de valeurs et cetera, c'est compliqué, mais une fois que le changement il est enclenché, du coup, ça va très vite parce qu'on n'a pas peur en fait de parler, de dire les choses. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où non seulement notre écosystème proche, donc les formateurs adhérents, mais aussi les formateurs autour, qui sont, intervenants ponctuels, ils sont embarqués dans cette dynamique parce qu'on leur en parle dès qu'on est dans des rendez-vous, communs. Heu, on a commencé là à mobiliser la partie, la casquette des vendeurs parmi ces formateurs consultants. Donc ça veut dire que les vendeurs, ils se disent: «Mais en fait, moi j'ai un pouvoir de dingue, c'est-à-dire que je peux aller en parler à mes clients. Comment je fais pour aller plus loin?» Et ça, c'est très puissant parce que quand on en arrive là, on sort des éco-gestes, quoi. Et là, je crois que du coup, ça devient très, très puissant, quoi, quand on en est là. Et après, la question des fournisseurs, moi, j'ai pas de solution, miracle à part dire: «Ben, aujourd'hui, nous, les fournisseurs, on a globalement changé de fournisseur». On n'a pas changé, notre rapport avec eux dans le sens où, on n'a pas, essayé de convaincre nos fournisseurs et cetera. On a eu l'expérience il y a pas longtemps de vouloir, une expérience un peu désastreuse de, vouloir faire réparer notre imprimante, l'imprimante de nos bureaux et puis, le réparateur nous a dit: «Mais vous voulez pas plutôt en acheter une?» neuve, on lui a dit: «Non, on veut la réparer». Il a dit: «Ouais, non, mais moi ça m'arrange pas». On lui a dit: «Bah OK, on va faire autrement alors». Et donc en fait, on s'est juste dit: «On va arrêter de travailler avec cette personne». Ouais, c'est hyper drôle. En fait, on voit quand tu parles, tes parties prenantes, on voit qu'elles se dessinent. En fait, voilà, tu parles des formateurs, des vendeurs, des clients, des prestataires, et tout ça, ça se met en place petit à petit. Et on voit que vous êtes, comme tu le disais, alignés avec ça et que vous prenez des décisions assez facilement, du coup. Pour vous, la suite là-dessus, ce serait quoi? Ou toi,
comment tu vois les choses pour continuer dans cette démarche? Je peux te partager déjà un dernier jalon. Alors déjà, c'est intéressant que toi, de ton point de vue, tu dises: «Ça a l'air de se faire facilement», parce que moi, j'ai l'impression que c'est très long. Alors du coup, ça me frustre énormément et donc les prochaines étapes, eh bien, nous, on a commencé à travailler avec vous sur une grille, de recommandations et d'actions qui pouvaient être mises en place. Parce qu'encore une fois, les personnes maintenant, de notre système disent: «Mais, concrètement, on fait quoi?» Donc on a, malgré, nos ambitions de radicalité et de tout changer, en fait, ça passe quand même par, en fait, on a une liste d'actions qu'on peut faire. Il y en a qui sont plus impactantes que d'autres, et donc on a travaillé, avec Océane sur, une grille de recommandations, à différentes étapes, de notre relation client. Donc en avant-vente, heu, pendant, la vente, pendant la phase de consulting et d'ingénierie pédagogique, pendant la formation et en REX, en retour sur expérience. On a établi, des 1res propositions d'action pour chacune de ces étapes lors de notre dernière, journée en commun, on a conçu un atelier pour, faire réagir, en fait, toutes les parties prenantes de notre, écosystème, puisque, dans cette journée en commun, on avait des clients qui étaient présents, puis des adhérents, des formateurs occasionnels et puis, des associés de la première heure et cetera. On est dans la phase, qui arrive de, mettre cette grille, en place, donner des mémentos, des fiches pédagogiques, en fait, à chaque, adhérent pour qu'il puisse avoir en tête ce qu'il peut faire au quotidien si lui ou elle veut changer des choses et nous, on continue notre travail de fond qui est vraiment de nourrir notre green team puisqu'on doit travailler sur notre gouvernance. Et hem et puis on travaille, sur, formaliser nos objectifs, faire des listes de ressources, et puis, travailler sur notre offre aussi pour qu'on puisse, proposer à nos clients des offres, directement dans une dynamique de transformation de la société. Top. Océane, est-ce que tu veux, commenter, un petit peu ce que Scolène vient de dire puisque, on l'a compris, tu étais, présente sur cette phase, en accompagnement? Écoute, Solène a détaillé, plutôt, très bien ce que vous avez fait. Effectivement, il y avait cette, partie, amont, de préparation un petit peu de cette grille. Derrière, pour pouvoir avoir, en fait, de la matière, pour pouvoir, aller vers l'ensemble des adhérents, et pouvoir leur proposer, grâce à, vos outils d'intelligence collective, de d'étayer, de commenter, de critiquer, d'aller plus loin en fait et de mettre ça en œuvre. OK et ben, écoute, super, merci d'avoir, détaillé un petit peu tout ça. Solène, on a l'habitude de conclure, les épisodes de podcast, en te demandant aux invités un conseil écolo au boulot. Donc moi, j'ai plutôt envie de te demander un conseil, sur comment embarquer, autour de soi parce qu'on a l'impression que vous avez, réussi à le faire. En 2 mots, ce serait quoi ton conseil, pour les personnes qui ont envie de, voilà, d'embarquer autour d'elles sur ce sujet-là? C'est souvent, difficile, de se sentir, porté, par une mission, en fait, l'urgence écologique, ça peut rendre fou. La dissonance, aussi qu'on peut rencontrer dans les organisations, c'est quelque chose de très violent. Je trouve que les exemples qui m'ont beaucoup inspirée, ce sont des dirigeants notamment que j'ai rencontrés à la Convention des entreprises pour le climat ou alors, des personnes que j'ai rencontrées dans mon écosystème et qui font partie de la Green Team, qui sont, à la fois conscients de l'environnement, et de l'urgence, mais qui arrivent, à parler, depuis eux-mêmes ou depuis elles-mêmes, sans, projeter des injonctions. Il faut changer, il faut aller vite, il faut, faire ci ou ça et ça, je trouve que c'est puissant parce que ça évite le retour de bâton qui fait que le système se retourne contre nous, quoi et ça,
quelque chose qui peut être intéressant d'avoir en tête pour éviter une sorte de burn-out écologique qui consiste à toujours s'agiter et aller contre le système, ce qui peut être très, très fatigant. Complètement, et prendre soin de soi, psychologiquement, c'est aussi très important quand on se met, avec ces objectifs-là de transition écologique, hein, très clairement. Écoute, merci beaucoup pour tous tes conseils. On espère que vous continuerez à aller très loin avec la Green Team et puis toutes vos parties prenantes. Merci beaucoup pour ta participation. De rien, c'était un vrai plaisir et c'est satisfaisant en fait en racontant les choses de se rendre compte aussi du chemin parcouru. Donc merci pour m'avoir proposé cet exercice. Avec grand plaisir, à bientôt. C'est la fin de cet épisode sur les parties prenantes. On a vu qu'identifier ces parties prenantes, les personnes et les structures qui gravitent dans notre écosystème, c'est important pour nourrir et prioriser ces actions. Si on est déjà dans une démarche de transition écologique, on peut donc identifier ces parties prenantes, les consulter et faire le point sur les enjeux communs qui ressortent. Ou alors, comme la Green Team de chez Next Level Formation, on peut aussi commencer par une petite équipe qui souhaite démarrer quelque chose, partage ses envies et ses besoins, en parle régulièrement autour d'elle, et on rattache les parties prenantes au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il soit temps de structurer la démarche. On a compris que dans une organisation vivante, tout n'est pas aussi structuré que ce qu'on voudrait, et donc c'est important le dialogue et le dialogue de manière régulière. En tant que salarié, on est aussi à la fois une partie prenante de l'entreprise, mais on est aussi en lien avec d'autres parties prenantes, par exemple via nos fournisseurs, nos partenaires, etc. C'est donc important qu'à notre niveau aussi, on participe à toutes les démarches de consultation de notre entreprise pour remonter que les enjeux de transition écologique sont importants pour nous. Et aussi d'en parler avec les parties prenantes avec lesquelles on est en lien, pour voir quels sont leurs enjeux sur le sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous avez compris qu'en tant qu'auditeur, vous êtes aussi une partie prenante de ce podcast et nous sommes toujours à votre écoute. N'hésitez pas à nous écrire en laissant une note à ce podcast ou sur nos réseaux sociaux, on vous répond toujours. Les liens sont dans la description de cet épisode. Bonne discussion et bons échanges avec vos parties prenantes pour des démarches fructueuses. À bientôt, ciao!